Pendant 50 ans, la vérité sur la mort de Bruce Lee est restée enfouie sous le poids de la peur, des mensonges et des rumeurs. À Hong Kong, on murmurait des histoires d'assassins, de règlements de comptes secrets et de vengeances criminelles. Et personne n'osait contester ces récits jusqu'à ce qu'un homme brise le silence. C'était un homme qui avait vécu au sein des triades, un homme qui avait combattu Bruce Lee, un homme qui savait ce qui s'était réellement passé et pourquoi personne n'avait osé s'en prendre à Bruce Lee de son vivant. La question qui a secoué le milieu criminel de Hong Kong. Le 20 juillet 1973, la nouvelle se répandit à Hong Kong à une vitesse effrayante. Bruce Lee s'était effondré et était décédé. Il n'avait que 32 ans. Il était en pleine forme, discipliné et connu pour traiter son corps comme une arme exigeant des soins constants. Bruce Lee ne buvait pas excessivement. Il ne menait pas une vie dissolue. Il s'entraînait quotidiennement. Aussi, lorsque l'on apprit qu'il était mort après avoir pris un simple analgésique, l'explication parut absurde. Et dans une ville gangrenée par le crime, on ne croyait pas aux réponses simplistes. Hong Kong, au début des années 1970, n'était pas un endroit sûr ni paisible. Le crime organisé contrôlait les boîtes de nuit, les studios de cinéma et une grande partie du commerce quotidien. La violence n'était pas cachée, elle était acceptée. On savait quelle rue éviter et quel nom ne pas prononcer à voix haute. Les morts subites, surtout celles d'hommes célèbres, étaient rarement considérées comme des accidents, mais plutôt comme des messages. C'est dans ce monde que Bruce Lee a vécu au sommet de sa gloire. Les rumeurs se propageaient plus vite que la police ne pouvait parler. Certains disaient que Bruce Lee s'était attiré les foudres de personnalités influentes. D'autres affirmaient qu'il avait refusé de verser de l'argent à des groupes criminels qui exigeaient le contrôle des acteurs et des bénéfices des films. Dans l'industrie cinématographique hongkongaise de l'époque, refuser de céder aux pressions criminelles pouvait ruiner une carrière, voire coûter la vie. Les acteurs étaient menacés. Les réalisateurs disparaissaient sans prévenir. Les contrats étaient appliqués par la peur plutôt que par la loi. Dans ce contexte, une rumeur surpassait toutes les autres. On murmurait que les triades l'avaient tué. Cette croyance ne provenait ni de fantasmes ni de films, mais de faits réels. Les triades existaient bel et bien. Elles étaient organisées. Elles étaient violentes. Elles contrôlaient une grande partie du monde du divertissement et des affaires. Nombreux étaient ceux qui avaient vu le sort réservé à ceux qui les avaient défiés. Bruce Lee n'était pas seulement célèbre. Il exerçait une influence telle qu'elle effrayait ceux qui avaient besoin de tout contrôler. Il parlait sans détour. Bruce Lee refusait d'être contrôlé. Ce seul fait le rendait dangereux pour les mauvaises personnes. Bruce Lee incarnait également une signification plus profonde. Il n'était pas qu'une simple star de cinéma. Il incarnait la fierté du peuple chinois qui avait passé des décennies à voir des versions faibles et ridiculisées d'eux-mêmes sur les écrans occidentaux. Il a changé le regard que le monde portait sur les hommes asiatiques. Il était sûr de lui. Il était fort. Il refusait de s'excuser pour cela. Son ascension fut fulgurante et médiatisée. Bruce Lee était devenu incontournable. Dans une ville où les luttes de pouvoir se réglaient discrètement, sa célébrité paraissait tapageuse et risquée. Puis survint un autre détail qui choqua encore davantage les gens. Bruce Lee n'est pas mort chez lui. Il est mort dans l'appartement d'une autre femme. Lorsque les premiers rapports ont passé sous silence ce fait, la confiance s'est effondrée. Les gens se sont sentis trompés. La peur s'est intensifiée. Si les autorités dissimulaient des détails, que cachaient-elles d'autres? À Hong Kong, le silence des autorités était souvent synonyme de danger caché. La police déclara que Bruce Lee avait succombé à une réaction allergique. Le médecin légiste conclut plus tard à un accident. Ces mots semblaient innocents et rassurants. Mais la population, elle, les rejeta. Les gens riaient, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était insultant. Trop d'hommes puissants étaient morts dans des circonstances étranges pour que quiconque puisse croire à un simple accident. Les accidents, c'était pour les gens ordinaires. Bruce Lee n'était pas un homme ordinaire. Toutes les histoires, quelles que soient leurs origines, finissaient par ramener aux triades. On pensait que si Bruce Lee avait été tué, ce ne serait pas un acte aléatoire. Ce serait prémédité. Ce serait discret. Ce serait naturel. C'était ainsi que fonctionnait le crime organisé. Pourtant, cette croyance présentait un problème. Si les triades étaient impliquées, quelqu'un de leur milieu le saurait. Les secrets de ce genre ne restent jamais enfouis éternellement. Et il y avait un homme proche des deux mondes. Il connaissait l'industrie du cinéma. Il connaissait aussi le monde criminel. Il s'appelait Chan Wai-man, l'homme qui régnait sur les rues et inspirait la crainte. Chan Wai-man n'a pas grandi en pensant au plateau de cinéma, au tapis rouge ou aux applaudissements. Il a grandi en pensant à la survie.
Son enfance s'est déroulée dans les quartiers les plus difficiles de Hong Kong, où la peur était omniprésente et la faiblesse impitoyablement punie. Tandis que les autres enfants apprenaient à lire et à compter en classe, Sean apprenait dans la rue. Il a appris à déceler le danger dans le regard d'un homme. Il apprit quand frapper le premier et quand fuir. Sean apprit que le respect se gagnait par l'habileté et la souffrance, et qu'un seul faux pas pouvait tout lui coûter. Gagner un combat lui assurait la sécurité. Perdre un combat entraînait l'humiliation, voire pire. Ces leçons de jeunesse le marquèrent à jamais. À 17 ans, Sean avait déjà pris une décision qui allait sceller son avenir. Il rejoignit la triade 14K. Il ne s'agissait pas d'un simple gang de rue. La 14K était l'une des organisations criminelles les plus puissantes d'Asie. Elle contrôlait le trafic de drogue, les jeux d'argent, l'extorsion et des quartiers entiers. La loyauté s'imposait par la peur. La désobéissance était souvent fatale. Sean s'adapta rapidement. Il comprit que dans ce monde, l'hésitation était synonyme de mort. Mais Sean n'était pas un simple exécutant. Il s'entraînait sans relâche. Sean maîtrisait le Kung Fu Shaolin du Nord, le Muay Thai, la boxe anglaise et les styles de combat du sud de la Chine. Il travaillait sans relâche sa vitesse, sa précision et ses réflexes. Ses poings étaient si rapides que ses adversaires n'avaient pas le temps de réagir. Dans le milieu criminel, on parlait de ses mains avec crainte et admiration. Beaucoup ont appris à leurs dépens qu'il ne frappait pas au hasard. Il frappait pour gagner. Au début des années 1970, Sean était devenu le numéro 2 de la branche de Tsim Sha Tsui, l'un des territoires les plus lucratifs et les plus dangereux de Hong Kong. Ce quartier regorgeait de clubs, de théâtres et d'entreprises liées à l'industrie du divertissement. Détenir le pouvoir là-bas signifiait influence, richesse et danger constant. Sean a observé comment le monde du cinéma et le crime organisé se chevauchaient. Il a vu comment les acteurs étaient soumis à des pressions et comment les producteurs payaient discrètement pour leur protection. La violence n'était jamais loin. Puis, en 1972, un événement inattendu se produisit. Sean participa au championnat de Kung Fu d'Asie du Sud-Est. Il ne s'agissait pas de combats de rue, mais d'une compétition publique où des artistes martiaux confirmés faisaient de leurs preuves. Sa victoire changea la perception qu'on avait de lui. Il n'était plus seulement un redoutable homme de main des triades. C'était un véritable artiste martial, discipliné, entraîné et invincible. Cette réputation lui ouvrit des portes insoupçonnées. Elle lui permit de fréquenter des milieux où se côtoyaient cascadeurs, entraîneurs, producteurs et acteurs. C'est ainsi que Chan rencontra Bruce Lee. Bruce venait de rentrer des États-Unis et sa renommée grandissait à une vitesse fulgurante. Lorsque les deux hommes se rencontrèrent, il n'y eut ni défi, ni tension, seulement une reconnaissance mutuelle. Ils se comprirent immédiatement. Tous deux connaissaient les exigences du véritable combat. Tous deux connaissaient la discipline, la concentration et la puissance de la vitesse. Leur respect mutuel s'est développé rapidement, discrètement et sans ostentation. À l'époque, personne ne se rendait compte de l'importance de cette amitié. Elle semblait n'être qu'une simple relation entre deux combattants qui maîtrisaient l'art et la discipline. Mais des années plus tard, ce lien a placé Chan au cœur des questions les plus persistantes entourant la mort de Bruce Lee. Quand Bruce Lee est devenu intouchable, il ne se promenait pas dans Hong Kong entouré de gardes du corps. Il n'en avait pas besoin. Au début des années 1970, il était protégé par quelque chose de plus fort que des hommes de main. La réalité elle-même. Dès 1971, ses films battaient des records au box-office dans toute l'Asie. Les salles se remplissaient sans cesse, rien que pour le voir jouer. Les journaux suivaient chacun de ses faits et gestes. Les fans patientaient des heures devant les studios. Des vendeurs ambulants proposaient des affiches à son effigie. La police était parfois appelée simplement pour contenir les foules, et non pour le protéger de menaces. Sa seule présence suffisait à bloquer des rues. En 1972, il était devenu le symbole d'un profond bouleversement culturel. Le public chinois ne voyait plus des personnages faibles ou des figures secondaires muettes. Il voyait une force, une confiance et une maîtrise qui semblaient être authentiques et personnelles. Ce genre d'influence ne s'achetait pas, ne se contrôlait pas et ne s'anéantissait pas. À cette époque, Hong Kong était une ville tendue et surpeuplée. Elle était confrontée à une criminalité croissante, à une méfiance du public envers les autorités et à une corruption généralisée au sein de nombreuses institutions.
La Commission indépendante contre la corruption n'avait pas encore réformé le système, et les groupes criminels organisés agissaient en toute impunité. L'industrie cinématographique subissait de plein fouet ces pressions. Les financements provenaient souvent de bailleurs de fonds occultes. Les contrats étaient appliqués par l'intimidation plutôt que par les tribunaux. La peur contraignait les studios à obéir. Réalisateurs et producteurs survivaient en coopérant discrètement. Des personnalités comme Lo Wei étaient connues pour avoir des relations dont on ne parlait jamais ouvertement. Les studios acceptaient cette réalité car refuser signifiait souvent violence, sabotage ou faillite soudaine. La plupart des acteurs restaient silencieux et obéissaient aux ordres, car la survie primait sur l'orgueil. Mais Bruce Lee ne suivit pas cet exemple. Il exigeait le contrôle de son travail. Il voulait avoir autorité sur les scénarios, les chorégraphies de combat, les plannings et le montage final. Bruce Lee a ouvertement dénoncé les conditions de travail dangereuses et a refusé d'exécuter des chorégraphies qu'il jugeait artificielles ou médiocres. Au lieu de se soumettre entièrement au pouvoir des studios, il s'est associé à Raymond Cho et à Golden Harvest. Cette décision a enfreint une règle tacite. Les acteurs n'étaient pas censés diriger, mais obéir. En règle générale, un tel comportement mettait fin rapidement aux carrières, voire parfois à des vies. Mais Bruce Lee en comprenait parfaitement les risques. Il limitait son entourage et ne s'entourait que de personnes en qui il avait une confiance absolue. Il évitait les sorties nocturnes et les festivités publiques. Bruce Lee modifiait souvent ses itinéraires de voyage et ses horaires de tournage sans prévenir. Des assistants de studio et des amis proches surveillaient discrètement ses entrées et sorties. Un jour, en quittant un tournage tard dans la nuit, il remarqua une voiture suspecte garée près de l'entrée du studio pendant plusieurs heures. Son équipe a relevé la plaque d'immatriculation et a contacté des amis dans les forces de l'ordre. Une autre fois, lors d'un tournage, quelqu'un a tenté de soudoyer un membre mineur de l'équipe pour qu'il laisse accidentellement une porte déverrouillée, probablement pour laisser entrer des fauteurs de troubles. L'équipe de Bruce Lee a déjoué la tentative avant qu'elle ne devienne une véritable menace. Des rumeurs de tentatives d'extorsion visant des productions liées à lui ont circulé, mais aucune n'a jamais été prouvée publiquement. Certains initiés ont par la suite évoqué des avertissements indirects transmis par des intermédiaires, mais Bruce Lee ne les a jamais reconnus. Son refus de réagir en disait long. Cette position était rare et dangereuse dans un secteur fondé sur la peur, et elle a discrètement modifié la façon dont le pouvoir le percevait. Ces récits, rapportés ultérieurement par des proches, n'ont pas été confirmés de manière indépendante. Avec Bruce Lee, les méthodes de pression habituelles étaient inefficaces. Les triades se montraient donc prudentes. Bruce Lee était adoré du public. S'en prendre à lui ne resterait pas secret. Cela provoquerait l'indignation. Cela attirerait l'attention de la police. Cela engendrerait des pressions internationales à un moment où Hong Kong était déjà sous étroite surveillance. Même les organisations criminelles connaissaient des limites. Et il y avait autre chose. Nombreux étaient les membres des triades qui admiraient Bruce Lee. Certains s'entraînaient pour lui. Ils étudiaient ses mouvements et sa philosophie. Dans leur monde, la maîtrise du combat était synonyme de respect et de survie. Bruce Lee avait gagné ce respect sans le demander. Chan, Louis, voyait ce que les autres ne comprenaient pas. Bruce Lee n'était pas qu'un acteur convaincant à l'écran. Il savait se battre pour de vrai. Chan s'était entraîné avec lui à plusieurs reprises et avait immédiatement ressenti la différence. Bruce Lee était plus rapide que la pensée. Ses coups atteignaient de leur cible avant même que le corps puisse se préparer à se défendre. Chan admit plus tard que son esprit n'avait pas pu suivre. Dans ce monde, le véritable talent se mesurait au pouvoir. De ce fait, une règle tacite s'est instaurée. Personne ne l'a proclamée, personne ne l'a écrite, mais tout le monde la comprenait. Bruce Lee était intouchable. Cette conviction resta intacte jusqu'au jour de la mort de Bruce Lee, la nuit où tout bascula. Le 20 juillet 1973 avait commencé comme une journée de travail ordinaire. Rien ne laissait présager le danger. Bruce Lee rencontra Raymond Chow pour discuter de l'avancement du film Le Jeu de la mort, destiné à repousser les limites du cinéma d'arts martiaux. Bruce Lee était concentré et alerte. Il parle des scènes, des angles de caméra et du rythme. Il pensait à l'avenir, pas à la fin. Plus tard dans la soirée, ils se rendirent à l'appartement de l'actrice Betty Ting Pei. Le but était simple, trouver un endroit calme pour échanger des idées et répéter. Il n'y avait ni menaces, ni inconus, ni signes avant-coureurs de problèmes. Rien dans cette rencontre ne laissait présager un piège. À un moment donné, Bruce Lee se plaignit d'un mal de tête. Cela n'inquiéta personne dans la pièce. Bruce avait mis son corps à rude épreuve pendant des années.
Il s'entraînait sans relâche et dormait très peu. Il travaillait sous pression. Les maux de tête n'étaient pas nouveaux pour lui. Betty Tingpei lui proposa de l'Equagesic, un analgésique courant. Bruce l'avait déjà pris. Il n'y eut ni peur ni hésitation. Il avala le comprimé et s'allongea pour se reposer. Personne dans l'appartement ne croyait que ce moment avait une importance. Les minutes passèrent, puis le temps passa encore. Mais Bruce Lee ne se réveilla pas. Lorsque la nouvelle parvint au public, la stupéfaction s'empara de Hong Kong. La ville se figea. Personne ne voulait y croire, faute d'explications claires et crédibles. Les rumeurs se multiplièrent dans les rues. On parlait à voix basse, parfois avec colère. Certains affirmaient que Bruce avait été tué avec du Dim Mak, une technique secrète d'arts martiaux censée provoquer une mort lente. D'autres disaient qu'on avait utilisé du cannabis empoisonné. Certains pensaient qu'il avait été trahi par des associés qui craignaient son indépendance. Beaucoup revinrent à la même sombre conviction que les triades étaient impliquées. Sean avait tout entendu. On l'approchait avec précaution. Certains posaient des questions directes. D'autres parlaient par sous-entendus et phrases incomplètes. Quelques-uns l'accusaient ouvertement. Sean ne disait rien. Dans le monde des triades, un mot imprudent pouvait détruire des vies. Le silence était une question de survie. Pourtant, le temps a la fâcheuse tendance à tout changer. Les rapports de force se modifient, la peur s'atténue et des vérités autrefois perçues comme dangereuses commencent peu à peu à refaire surface. Sean brise enfin 50 ans de silence. Des décennies se sont écoulées depuis la mort de Bruce Lee. Sean a quitté la vie active des triades pour se lancer dans le cinéma comme acteur. Il a incarné des gangsters, des hommes de main et des combattants. Des rôles qui lui allaient comme un gant car il comprenait ces hommes mieux que la plupart des réalisateurs. Son visage est devenu familier au public, tandis que son passé est resté largement tu. Même si sa vie publique a évolué, les rumeurs concernant Bruce Lee n'ont jamais disparu. Elles ont continué à alimenter les conversations nocturnes, les articles de magazines et les questions chuchotées. De nouvelles générations ont découvert Bruce Lee et se sont posé la même question que leurs parents. Comment une personne comme lui a-t-elle pu mourir si subitement? Tous les quelques années, les triades étaient de nouveau accusées. L'histoire persistait, alimentée par la peur. Finalement, Sean en vint à un point où le silence ne lui semblait plus nécessaire. Le temps avait affaibli les anciennes structures de pouvoir. Nombre de ceux qui régnaient autrefois par la terreur avaient disparu. Le danger qui planait autrefois sur certaines paroles s'était dissipé. Lorsque Chan décida enfin de prendre la parole, il ne chercha pas à attirer l'attention. Il ne créa pas de sensationnalisme. Il s'exprima calmement et directement dans des interviews documentées données des années plus tard. Sean affirme que les Triads n'avaient pas tué Bruce Lee. Il ne laissa place à aucun doute. Il n'a pas évoqué l'incertitude. Il a affirmé que c'était impossible. Selon Chan, aucun groupe de la triade n'aurait osé provoquer Bruce Lee. Le risque aurait été extrême. La réaction du public aurait été incontrôlable. La pression policière aurait suivi. L'attention internationale aurait révélé trop de choses. De plus, il existait un respect réel entre les deux parties. Bruce Lee était admiré dans le milieu. De nombreux combattants le prenaient pour modèle. Le toucher aurait été franchir une limite que personne ne voulait franchir. Sean expliqua ce que beaucoup avaient évité pendant des années car cela paraissait trop banal. Bruce Lee s'entraînait à l'excès. Il poussait son corps au-delà de ses limites. Il pensait que la discipline pouvait faire taire les signaux d'alarme physique. Il a ignoré les signes indiquant que quelque chose n'allait pas. Son corps était soumis à une pression constante due au stress, à la déshydratation, à un entraînement intensif et au manque de repos. Lorsqu'il a pris le médicament, son organisme a réagi d'une manière qui lui a été fatale. Il n'y avait aucun complot, aucune mainmise cachée. Il n'y avait qu'un corps qui a fini par lâcher. Sean a bien précisé qu'il n'avait rien à y gagner en disant cela. Il ne faisait pas la promotion d'un livre. Il ne vendait pas une histoire. Il ne cherchait ni le pardon ni l'attention. Il a pris la parole parce que le temps avait fait son œuvre. Sean pensait que le mensonge avait assez duré et engendré assez de peur. Et lorsque l'homme qui avait vécu au sein du monde des triades a enfin brisé le silence, quelque chose a changé. Pour la première fois, les gens ont entendu la vérité de la bouche de quelqu'un qui, selon eux, comprenait le véritable danger. Le mythe a commencé à s'effriter. La vérité médicale que personne ne voulait entendre. Les analyses médicales modernes confirment aujourd'hui ce que Chan affirmait il y a des années. Les médecins et les chercheurs qui ont examiné par la suite l'état de santé de Bruce Lee sont parvenus à une conclusion qui a déçu de nombreux fans. Bruce Lee souffrait probablement d'hyponatrémie. Cela signifie que son taux de sodium est tombé trop bas.
Le sodium aide l'organisme à réguler le fonctionnement des nerfs, des muscles et l'équilibre hydrique. Lorsque le taux de sodium chute trop, le cerveau peut gonfler, ce qui peut être fatal. Le mode de vie de Bruce Lee augmentait considérablement ce risque. Son taux de graisse corporelle était extrêmement bas. Il s'entraînait plus dur que presque tous ceux qui l'entouraient. Il se poussait quotidiennement à bout, avec des séances d'entraînement intenses, de longues répétitions et un stress constant. Il buvait de grandes quantités d'eau pour rester mince et plein d'énergie. Il se reposait très peu. La récupération n'était pas quelque chose qu'il valorisait. Il considérait les limites comme des excuses. Avec le temps, cette conviction a eu de graves conséquences sur sa santé. En mai 1973, environ 2 mois avant sa mort, son corps lui avait déjà envoyé un signal d'alarme. Il s'est effondré et a été hospitalisé. Les médecins ont diagnostiqué un œdème cérébral, c'est-à-dire un gonflement du cerveau. Ils lui ont dit sans détour qu'il devait ralentir. Ils lui ont expliqué que le stress et le surmenage pouvaient lui être fatals. Bruce Lee a entendu ces mots, mais il les a refusés. Il faisait davantage confiance à la discipline qu'à la biologie. Il était convaincu que la volonté pouvait tout surmonter. Dans les semaines qui suivirent, les symptômes persistèrent. Bruce Lee souffrait de crampes musculaires, de fatigue et de violents maux de tête. Ces symptômes n'étaient pas fortuits, c'étaient des signaux d'alarme. Son corps luttait pour maintenir son équilibre. Le 20 juillet 1973, le mal de tête n'était plus une simple gêne, c'était le signal d'alarme final. Lorsque Bruce Lee prit les médicaments, ceux-ci perturbèrent son organisme déjà fragilisé. Son corps ne put s'adapter. Son cerveau enfléta de nouveau, et cette fois, il ne s'en remit pas. La vérité était bien plus simple, et c'est pourquoi elle était si difficile à accepter. Bruce Lee n'est pas mort parce que quelqu'un l'a vaincu. Il est mort parce qu'il a repoussé les limites de l'endurance humaine. Il a ignoré la douleur. Il a ignoré les avertissements. Il a ignoré la peur. Sa force était réelle, mais sa vulnérabilité l'était tout autant. Pour beaucoup, cette réalité était plus troublante encore qu'un meurtre. La mort de Bruce Lee, due au surentraînement et à une réaction médicamenteuse, semblait incohérente. Elle paraissait vide. Elle semblait injuste. Les fans ne voulaient pas d'une explication médicale discrète. Ils voulaient un méchant à désigner. Ils voulaient un combat qui se termine mal. Ils voulaient une histoire à la hauteur de la légende qu'ils avaient forgée. Une simple défaillance physique ne leur paraissait pas suffisante pour expliquer la perte. Pendant des années, ce besoin a alimenté les rumeurs. Le meurtre semblait plus facile à accepter que les limites. Un ennemi caché paraissait plus satisfaisant qu'un avertissement ignoré. Beaucoup pensaient que seul le recours à la force pouvait arrêter un homme aussi déterminé et puissant que Bruce Lee. Accepter toute autre explication revenait à insulter son image et ce qu'il représentait. Mais les paroles de Chan ont dissipé ce chaos. Il n'a pas dramatisé la situation. Il n'a pas édulcoré la vérité. Il a abandonné le fantasme et s'est affranchi de toute responsabilité. Bruce Lee n'a pas été vaincu par des rivaux. Il n'a pas été mis à terre par des criminels. Il n'a pas été victime d'une embuscade ni trahi. Il a été vaincu par des limites qu'il refusait de reconnaître. C'était plus difficile à accepter que n'importe quel complot. Cette vérité n'affaiblit pas Bruce Lee. Au contraire, cela le rend humain. Cela révèle le prix d'une pression constante. La célébrité pesait sur lui chaque jour. Les attentes le suivaient partout. Bruce Lee ressentait le besoin permanent de faire ses preuves. Alors, il s'entraînait plus dur. Il se reposait moins. Il pensait que ralentir signifiait perdre le contrôle. Cette conviction l'a poussé en avant jusqu'à ce que son corps ne puisse plus suivre. Et finalement, cette conviction lui a coûté la vie.